Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur du haut de la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. Lors de cette 79e session, Félix Tshisekedi a été plus que clair. Le président de la République démocratique du Congo est fatigué de ce serpent qui traîne encore dans sa chaussure bientôt depuis 6 ans et qui l'empêche de faire décoller à 100% le pays, comme il le disait d'ailleurs de manière anecdotique lors de son premier mandat, l'empêche de dormir tranquillement. Pour décrypter ce grand oral et aborder quelques questions chaudes de l'actualité en République démocratique du Congo en ce moment, nous recevons Junior Koudoura, que l'on ne présente plus, cadre de l'Union sacrée, analyste politique, avec qui nous discutons souvent de l'actualité ici sur Télé 50. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christopher et merci de me recevoir une nouvelle fois dans votre émission et sur votre chaîne Télé 50. Junior Koudoura, vous l'avez suivi, oui. La guerre prend du temps. Félix Tshisekedi est là depuis bientôt 6 ans et presque toutes ces années ont été passées à trouver des solutions pour la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Oui, j'ai suivi l'actualité, j'ai suivi le discours comme vous. Effectivement, le chef de l'État a encore une fois martelé sur la question sécuritaire, sans surprise, et c'est ce qu'il fallait faire à mon avis. Je pense que la question sécuritaire à l'est de la RDC est une question fondamentale parce que la sécurité d'un pays, que ce soit le nôtre ou de tout autre pays, est une question pour laquelle tout président en fonction et responsable doit y consacrer, quand le territoire est en danger, tout son mandat. Le chef de l'État a fait de cette question une priorité du premier mandat et du deuxième mandat qui a commencé en 24. Et effectivement, il a eu ce courage-là, parce que vous savez que cette question est une question qui, depuis plus de 20 ans, taraude le climat et le décor politique congolais, et avec raison. Donc, effectivement, aujourd'hui, encore une fois, il a souligné l'implication rwandaise, il a souligné la nécessité de la condamnation par la communauté internationale de l'implication rwandaise du Rwanda sur notre sol dans cette guerre, et son rôle majeur en tant qu'acteur premier de cette guerre-là. Et puis, il a souligné les sanctions à établir contre le Rwanda avec raison. Alors, on a l'impression qu'il s'est un tout petit peu adouci. Ce n'est pas le Félix Tshisekedi de la campagne électorale qui parlait de réunir les deux chambres du Parlement pour attaquer le Rwanda s'il le fallait. Ce n'est pas le Félix Tshisekedi qui se vantait du Sukhoi, l'avion, qui parlait de renforcer l'armée, qui parlait de se renforcer en matériel, notamment lever cet embargo, on se souviendra. On a l'impression que maintenant la voie du dialogue est plus privilégiée que la voie des armes. Je ne pense pas qu'il se soit adouci. Le chef de l'État a toujours dit qu'il restait ferme sur certains principes. Premier principe, la condamnation du Rwanda et l'indexation du Rwanda comme acteur premier. Deuxième principe, la non-négociation d'un seul centimètre de notre territoire national. Et troisième principe, c'est que s'il fallait avoir discussion avec des acteurs politiques impliqués dans la guerre, ce serait de président à président et non pas de notre président avec des groupes armés, quels qu'ils soient. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez entendu aussi le président angolais, Lourenço, qui a dit qu'effectivement, des avancées qu'il menait lui, le président angolais, sur cette question-là, il y a eu des avancées sur le fait de voir comment mettre sur une table des discussions et le président congolais de la RDC et le président rwandais pour trouver une issue à cette question rwandaise. Donc le chef de l'État est resté droit sur sa ligne, il demande l'incrimination du Rwanda, il demande la non-négociation dans tous les cas d'un seul centimètre du Congo et il demande à parler avec les belligérants de manière directe et non interposée. Je pense que ce qui a été dit aux Nations Unies par le président congolais et par le président angolais vont dans ce sens-là. Il y a des discussions qui ont été mises en place par le président de la communauté internationale et régionale pour mettre sur une table et à la fois le Rwanda et la RDC, tenant compte des risques géopolitiques pour la région. Et donc aujourd'hui, le chef de l'État, non pas qu'il est devenu beaucoup plus adouci, mais simplement nous aboutissons vers ce qu'il a toujours dit, c'est-à-dire que lui, s'il doit parler à quelqu'un, c'est face à celui qui agresse le Congo, de président à président, et non pas avec des groupes armés qui sont simplement sous-traités. Parlons justement de président à président. Du côté de Kigali, on continue de se moquer de Kinshasa, comme quoi on est dans un rôle de victimisation abusive, de pleurnichard de gauche à droite, d'accusés et sans action. On se cache derrière cette guerre pour ne pas travailler pour le peuple congolais. Non, je pense qu'aujourd'hui, la question de la guerre est une question essentielle. En Ukraine, le pays est en guerre. La question militaire de Zelensky, elle est essentiellement
sur la table du président ukrainien tous les jours. On ne parle que de ça lorsqu'on parle de l'Ukraine. Est-ce que c'est pour cela qu'on va dire que le président ukrainien est irresponsable? Je ne pense pas. Aujourd'hui, la Russie est aujourd'hui engagée dans une guerre avec l'Ukraine. On parle essentiellement de Russie. Lorsque le président Poutine s'exprime dans la presse nationale et internationale, il parle de l'Ukraine et non d'autre chose. Est-ce qu'on va dire que c'est parce qu'il parle de la guerre qu'il ne fait rien d'autre? Je ne pense pas. La question de la guerre à l'est du pays est une question qui prend du temps. Il n'y a aucune guerre qui soit menée de manière éclair. Il n'y a aucune guerre qui soit menée de manière extrêmement rapide, qui commence rapidement et qui finit rapidement. La Russie, et le président Poutine disait qu'il allait écraser l'opposition ukrainienne en quelques mois, ça fait plus de 3 ans. Les États-Unis, première puissance militaire mondiale, est partie en Afghanistan, elle y a fait 6 ans. En Irak, 6 ans, de 2003 à 2009. Les mêmes États-Unis d'Amérique, première puissance militaire mondiale, a fait 20 ans en Afghanistan, de 2001 à 2021, qui s'est résolu par un échec militaire et un retrait des troupes militaires américaines. La France est partie au Mali, l'opération Barkhane, et elle y a fait 9 ans, de 2013 à 2022. Est-ce qu'on va dire que parce qu'ils ont fait 9 ans, 20 ans en Afghanistan et 6 ans en Irak, ces armées américaines et françaises sont mauvaises? Je ne pense pas. Est-ce que parce que l'Amérique s'est empêtrée en Afghanistan, elle n'a pas une armée et un leadership fort? Je ne pense pas. La question est la même en RDC. C'est un conflit qui dure depuis plus de 25 ans. Nous avons perdu notre cher président Laurent Désiré Kabila, héros national, pour cette même question rwandaise. On a eu après 18 ans d'un pouvoir où on a trouvé le Rwanda et le Rwanda est resté. Aujourd'hui, le chef de l'État en fait 2 mandats. Durant 2 mandats, sa priorité. Il est normal que cette question-là soit traitée tous les jours, au détriment d'autres questions tout aussi importantes. Mais en termes de priorité, la question sécuritaire est une priorité nécessaire. Et le chef de l'État aurait pu détourner les yeux, se consacrer sur autre chose pour faire l'illusion que le pays va bien. Mais il a saisi le taureau par les cornes et se consacre à la question essentielle, c'est-à-dire la survie de la nation, au-delà même de sa présidence à lui, parce qu'il s'agit en fait de la survie de la RDC pour les 10, 15, 20, 30 prochaines années. Félix Tshisekedi qui a été réélu à plus de 70% de voix en décembre, il y a à peine quelques mois, mais qui aujourd'hui est peut-être contraint par les politiciens internes, que ce soit de sa famille politique ou de l'opposition, à venir sur une table de négociation pour des questions de cohésion nationale aujourd'hui. Est-ce que c'est censé, à peine avec un nouveau gouvernement installé? La question de la cohésion nationale sur la question de la RDC est une question qui doit être traitée tous les jours. Parce que la question de la cohésion nationale est une nécessité tenant compte de la situation sécuritaire en RDC et tenant compte de ce que nous demandons au monde. On ne peut pas demander au monde entier de se saisir de la question rwandaise quand nous-mêmes au Congo, nous avons une opposition qui est divisée elle-même d'abord sur la question rwandaise et au soutien au chef de l'État, et une opposition qui s'oppose à la politique du chef de l'État sur la question rwandaise. Et moi, je pense de manière tout à fait honnête qu'il y a des questions qui sont suprapolitiques. Il y a des questions d'intérêt général qui nécessitent et qui obligent un soutien obligatoire à tout président de la République, quel qu'il soit, peu importe le clivage, qui s'attaque à la question du Rwanda. Nous avons vu en France Charlie Hebdo, unité nationale politique de l'extrême droite à l'extrême gauche, de Marine Le Pen à Mélenchon, autour du président. Nous avons vu aux États-Unis en 2001, 11 septembre, les attentats. Union sacrée, cohésion nationale américaine autour de George Bush, de tous les présidents. Il y a quelques jours, il y a eu le débat Kamala Harris-Donald Trump. Le lendemain, c'était le 11 septembre. Commémoration. Les 2 candidats à la présidence prochaine en novembre se sont réunis autour de tous les anciens présidents américains encore vivants pour commémorer cette journée-là. Donc la question de la cohésion nationale lorsque le pays est agressé, dans le monde entier, le principe est qu'il faut s'accorder et se mettre derrière le chef de l'État en fonction, quel qu'il soit, face à l'agresseur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate en RDC? C'est qu'aujourd'hui, il y a une opposition qui est très à l'aise de dire dans les médias, à la télé, à la radio, que soit elle n'est pas concernée par ce que fait le chef de l'État par rapport au Rwanda, soit son soutien au chef de l'État est conditionné. Et c'est scandaleux, c'est grave, parce que ça veut dire que face à l'ennemi, vous êtes prêt même à ce que l'ennemi vive 1, 2, 3 jours de plus dans votre pays et viole vos frères, vos sœurs, pille vos terres, plutôt que de soutenir votre propre frère congolais. Mais vu que ça n'a pas dérangé le président de la République d'aller aux élections sans ces politiques-là, pour les citer, le FCC, est-ce qu'il a vraiment besoin d'eux
pour résoudre le problème du Rwanda. Le problème n'est pas d'avoir besoin d'eux Parce pour qu'en résoudre. décembre, on est bien allé aux élections sans Le problème, et le ciel n'est tombé sur la tête de personne. Les élections sont une question interne qui sont, pour moi, bien moins importantes que la survie de la nation. Si le président était décidé ensemble, AFDC, UNC, UDPS, FCC, il y a des questions pour lesquelles on doit aller au-delà des clivages des partis politiques et soutenir toute démarche qui va dans le sens de éradiquer la présence étrangère au Congo. On ne peut pas tolérer, pour être beaucoup plus précis, on ne peut pas tolérer dans les médias des discours d'acteurs qui se disent politiques nationalistes, mais qui disent que face au Rwanda, leur soutien au président Tshisekedi, parce que c'est Tshisekedi, est conditionné à tel ou tel préalable, d'ailleurs des préalables qui ne vont même pas dans l'intérêt de la population, mais des préalables politiques individuels. On ne peut pas tolérer ce genre de discours-là. Ce sont des choses qui doivent être condamnées. Il faut qu'ils soient actés d'une manière ou d'une autre, de manière légale, que tout discours qui va à l'encontre ou qui va à l'encontre de la cohésion nationale face à l'ennemi agresseur, aujourd'hui le Rwanda, peut-être demain ce seront d'autres, doit être condamné. On ne peut pas dire que parce qu'on n'a pas été inclus aux élections, on ne va pas soutenir la guerre, on va pas soutenir le chef de l'État face à la guerre à l'Est. Aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine, il n'y a pas eu élection en Ukraine. Pourtant, le président Zelensky est hors mandat. Pensez-vous que vous aurez des acteurs politiques en Ukraine qui diront « Oui, nous voulons les élections, le président Zelensky, alors que l'Ukraine est en guerre ?» Jamais de la vie. Aujourd'hui, Kamala Harris, Donald Trump réunis avec tous les présidents américains autour du 11 septembre. Est-ce que vous pensez que c'est une question, eux ne se sont pas dit que les élections sont importantes? Elles sont importantes, mais la question de la cohésion autour de certaines questions cruciales est une obligation politique, citoyenne et nationaliste. Et les journalistes doivent poser les vraies questions, et ils ont une responsabilité en tant que journalistes de demander à ces acteurs politiques-là pour dire, mais donc vous dites nationaliste, mais face à l'agresseur rwandais, vous êtes à l'aise et confortable de dire à la télévision que vous êtes non concerné par ce que fait le président face au Rwanda. Quel acteur politique sensé peut dire cela à la télévision sans qu'un journaliste ne le reprenne sur ces déclarations? Mais sont-ils obligés de soutenir le président de la République, même s'ils remarquent qu'il fait fausse route? Mais non, d'abord, toute... Parce qu'on va le dire, non. Le président passé et l'actuel n'ont pas abordé la question de la même façon. Joseph Kabila a fini son mandat pratiquement isolé sur la scène diplomatique internationale. Félix Tshisekedi est revenu avec une idée de, voilà, on fait revenir la RDC sur Congo is back. Ils ont eu deux approches complètement différentes, mais oui. Je vous rappelle que c'est sous Joseph Kabila que le Goma est tombé, pour la seule fois que le Goma soit tombé dans sa vie. Et juste après que Goma soit tombé, le président de l'époque a fait un discours à la nation pour demander la cohésion nationale. Et c'est tout à fait normal, parce qu'il y a des questions supranationales pour lesquelles il faut aller au-delà des clivages. Aujourd'hui, le chef de l'État est dans la même approche de dire qu'aujourd'hui, le Rwanda doit partir et que cette question-là est non négociable. Maintenant, les conditions de paix, c'est simplement pour dire, vous voulez nos matières premières, on en est bien conscient, faites comme tout le monde, contractez, faites de la coopération internationale, normalement. Pourquoi payer? C'est trop facile. Faites comme tout le monde, venez, on négocie, comme tout le monde, accord de coopération, vous mettez des bons termes de contrat, nous également, et on avance. Mais la question du Rwanda est une nécessité pour laquelle nous devons nécessairement et obligatoirement soutenir tout chef d'État. Parce que, quel est le jeu que joue l'opposition? L'opposition se dit, le chef de l'État est engagé sur une piste glissante. La guerre au Rwanda, c'est un terrain glissant, ça prendra du temps, etc. etc. Donc, si nous ne le soutenons pas, attendons qu'il échoue pour dire que voilà, il a échoué. Mais ils oublient que demain, ce sera eux peut-être qui seront au pouvoir et que cette cohésion-là sera également nécessaire. Je rappelle d'ailleurs que dans l'opposition, le FCC a eu des histoires de pouvoir durant lesquelles la question rwandaise a été trouvée. C'est une question qu'on a trouvée à l'époque sur la table et qui n'a pas été résolue après 18 ans. Donc, mieux que personne, l'opposition sait à quel point cette question nécessite la cohésion nationale. Mais il y a aussi la thèse selon laquelle Félix Tshisekedi veut s'appuyer sur cette question dès maintenant pour pouvoir prolonger son mandat, son temps à la tête du pouvoir, vu qu'il est fin mandat 2028. C'est vrai que c'est quand même loin, 2028, on est en 2024, mais si la situation est la même jusqu'en 2028, avec tout le monde sur la même table, mais il n'y aura plus d'alternative pour le peuple. D'abord, c'est pas acté, c'est pas officiel, c'est peut-être de ce qu'on apprend par-ci par-là, mais c'est pas officiel, donc on ne peut pas présumer de l'action du chef de l'État. Deuxième chose, s'il y a des conditions extraordinaires de force majeure pour lesquelles
les élections ne peuvent pas se tenir, ça arrive. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine fait que vous ne pouvez pas aller voter sous les bombes. Et donc, les élections sont reportées et c'est normal. Et en Ukraine, on n'en fait pas un problème. Pourtant, c'est l'Europe. Aujourd'hui, vous avez demandé aux gens à Béni, sous les bombes, d'aller voter. Je pense qu'entre voter et se préserver leur vie, le choix sera vite fait du côté de la population de Béni. Donc aujourd'hui, si le conflit s'étend, il est clair que d'autres priorités politiques seront en jeu et menacées. Mais si le chef de l'État ne voulait pas des élections, il ne serait pas en train de s'époumoner durant 2 mandats à mettre tous les jours sur la question politique et à l'actualité la question rwandaise. Si le chef de l'État ne voulait pas des élections et voulait enliser le pays dans une cacophonie pour glisser, il ne ferait pas de la question rwandaise la priorité de son mandat. La question de la cohésion nationale, elle est hyper importante, elle est une nécessité. Je le souligne et ressoulignerai toujours, il n'est pas normal qu'autour de certains sujets, comme on l'a vu pour Charlie Hebdo en France, comme on l'a vu pour le 11 septembre, que les politiques qui se disent nationalistes et des leaders nationaux ne comprennent pas que au-delà des désaccords politiques que nous avons avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi, il y a des questions qui dépassent même nos désaccords politiques et qui nécessitent, pour leur propre crédibilité politique et leur propre sens de la patrie, un soutien. Et soutenir le chef de l'État sur la question rwandaise ne veut pas dire que vous endossez son mandat. Ça veut dire que vous faites preuve de hauteur et de compréhension de la situation, parce qu'aujourd'hui c'est lui, demain ce sera peut-être vous, mais entre-temps des Congolais meurent. Donc comment pouvez-vous dire à la télévision que la question du dialogue ne me concerne pas, sachant que le dialogue est peut-être lié directement à ce qui se passe à la RDC, parce que le chef d'État vous dit « Ok, venez, le Rwanda est là, j'ai besoin de votre soutien. » Parce qu'on ne peut pas demander... À noter qu'il ne l'a pas encore dit. Il ne l'a pas encore dit. Pour le moment, c'est une démarche de l'opposition, une démarche louable. C'est une démarche louable de l'idée de Martin Fayulu qui n'enlève en rien sa qualité d'opposant. Il n'a pas dit que parce qu'il soutient une démarche de dialogue, il endosse le mandat du chef de l'État Félix Tshisekedi. Parce que comment pouvez-vous demander sur la scène internationale une mobilisation quand vous-même au niveau national, vous ne pouvez pas vous mobiliser simplement quelques politiques? Comment pouvez-vous demander à la population congolaise d'être mobilisée et d'avoir une cohésion et une unité nationale autour de la question rwandaise quand vous-même, acteurs politiques principaux, vous ne pouvez pas vous coaliser sur cette question-là? Il y a donc un problème de non-sens. Et donc être divisé, ça joue le jeu du Rwanda, ça joue le jeu de l'opposition, et qui perd, c'est encore une fois la population. Vous parlez d'une division interne au niveau du pays, mais parlons aussi de l'union sacrée en particulier. À l'intérieur, ça n'est pas non plus la plus grande harmonie en ce moment. On a beaucoup de gens qui n'ont pas été servis ou à leur goût ou pas du tout pour ce premier gouvernement, qui réclament et publiquement. C'est une question de classe politique, c'est une question de qualité de la classe politique. Je pense effectivement de manière tout à fait indépendante, parce que je suis l'union sacrée, mais avant tout je suis congolais, je pense de manière indépendante qu'il faut voir dans quelle mesure renouveler la classe politique. Je l'ai dit, il y a des questions supranationales qui nécessitent un degré de nationalisme et patriotisme élevé, tant au niveau de l'opposition qu'au niveau de la majorité. Pendant que le chef de l'État pose la question de la RDC sur la table au niveau des Nations Unies, certains acteurs politiques congolais, soit au niveau de l'opposition, rejettent tout dialogue avec le chef de l'État parce que c'est le chef de l'État, sans savoir en oubliant que le Rwanda est en train de tuer chez nous, alors qu'un acteur politique, même si vous n'êtes pas au pouvoir, vous avez un rôle et un apport à jouer. On l'a vu tant et tant de fois à l'étranger que des chefs d'État consultent même l'opposition radicale pour des questions de sécurité nationale, pour des questions d'intérêt général. Et la consultation ne fait pas de vous un ennemi, ne fait pas de vous que vous perdez votre qualité d'opposant, ça fait de vous que vous êtes un homme politique qui a de la hauteur. Maintenant, au niveau de l'union sacrée, je reviens, le chef de l'État fait un discours sur la situation sécuritaire. Au même moment, on a au niveau de l'union sacrée et de l'opposition, certains qui ne prennent pas parole sur la question rwandaise, d'autres qui revendiquent des postes, comme vous l'avez dit, d'autres qui conditionnent la participation au dialogue, je parle de l'opposition, sous certaines conditions. Ça pose un constat de la qualité de la classe politique dirigeante. Il faut un renouvellement de la classe politique à tous les niveaux, opposition et majorité, par des gens qui n'ont pas toujours dans la bouche le goût de « je veux le poste de président, je veux le poste de ministre ». Il faut, et je suis convaincu qu'il en existe, des gens qui soient là, animés de la volonté de laisser une trace de leur passage dans les institutions en disant que moi j'ai travaillé ici, peu importe le chef de l'État, et j'ai laissé telle contribution
à l'avantage de mon pays. Il y en a au Congo. Faisons l'effort de mettre en place les procédures qui permettront cette élévation de cette classe politique-là, notamment avec un système électoral qui permette cela, notamment avec une prise de conscience de la population, notamment avec la limitation des mandats tant des députés que du président, pour permettre un renouvellement rapide de la classe politique. Parce que, petite parenthèse, le président dans la constitution actuelle est limité à 2 mandats pour un souci de renouvellement de la classe politique au niveau de la présidence. Pourquoi pas penser aussi à limiter les mandats des députés nationaux et provinciaux pour aussi permettre un renouvellement rapide de la classe politique au niveau des assemblées. Les députés provinciaux qu'on ne maîtrise pas, qui ne sont pas payés, entre guillemets, ça aussi c'est d'autres problèmes plus graves. Mais est-ce qu'on peut parler de décrispation politique, c'est-à-dire de dialogue, de processus de Kinshasa, avec des politiciens qui vont en prison, encore aujourd'hui? On avait déjà Jean-Marc Aboun condamné, il y a Seth Kikouni pour des raisons d'opinion aussi qui est en train de couper en prison. Est-ce que ce n'est pas souffler le chaud et le froid en même temps pour quelqu'un qui veut réunir tout le monde autour de sa cause? D'abord, sans prendre de cas particulier, la décrispation politique, ce n'est pas l'absence de justice et ce n'est pas l'absence de l'ordre dans l'État. On décrispe une situation, mais dans le respect des lois fondamentales du pays. La décrispation politique, ce n'est pas de dire qu'on vide les prisons, tout le monde peut sortir. La décrispation politique, c'est-à-dire de voir dans quelle mesure on peut mettre sur une table des termes de référence permettant une ouverture d'esprit et un climat permettant une discussion. Mais on ne peut pas prendre la condition d'une décrispation politique comme un chantage pour se permettre de tout dire, tout faire. Je ne parle là d'aucun cas particulier, mais je dis que la décrispation politique et la cohésion nationale sont des choses qui sont importantes, mais la cohésion nationale, d'abord, est non négociable, et la décrispation politique ne veut pas dire que parce qu'il faut décrisper et qu'on a besoin des opposants par-ci par-là, il faille tout accepter. Nous sommes un État de droit, c'est un État de droit à la fois pour le pouvoir en place, mais aussi pour ceux qui sont dans l'opposition, et donc pour tout le monde, on doit être au même niveau de compréhension. C'est très bien. Merci beaucoup pour votre contribution par rapport au discours du président de la République. Parce qu'on a remarqué aussi, ça faut le signaler, que la RDC veut un poste non permanent au niveau conseil non permanent du Conseil de sécurité vers 2026, mais aussi au niveau de Genève en Suisse, une initiative combattue en interne par les politiques congolais par rapport à des situations vécues actuellement. Encore une fois, je l'ai dit, il y a des sujets pour lesquels on ne peut pas critiquer pour critiquer de manière mécanique, systémique, comme c'était une gangrène, une maladie. Il y a aujourd'hui une possibilité, une ouverture qu'a vous demandé le chef de l'État, d'être dans le Conseil. C'est une manière là de faire entendre la voix de la RDC, non seulement pour son mandat, mais aussi pour les années à venir, les mandats à venir, et donc les présidents à venir vont en bénéficier. Donc, si vous avez une vision court terme et que vous êtes un acteur politique qui a une vision court terme, vous critiquerez court terme ce que le chef de l'État a fait pour critiquer. Mais fondamentalement, demander un siège au Conseil des Nations Unies qui va bénéficier à la RDC au-delà même du passage du chef de l'État est une absurdité politique totale, sans citer personne, mais c'est incompréhensible. Donc aujourd'hui, on dit que la RDC est en train de chercher à se faire entendre sur la scène mondiale. Les Nations Unies sont une tribune, quoi qu'on en dise, une tribune internationale, la plus grande des tribunes annuelles internationales. Aujourd'hui, il y a une démarche qui est menée, peu importe le chef de l'État, comment il s'appelle, mais il y a une démarche qui est menée pour que la RDC ait une tribune plus supérieure encore. Et on a quand même en RDC des gens qui sont contre ça et qui argumentent en plus contre ça. Encore une fois, la conclusion, c'est le manque de qualité de la classe politique contre laquelle il faut remédier. Merci beaucoup, Junior Koudoura, pour votre contribution. Vous remercie. Pour ce décryptage du discours du président de la République, on le rappelle, du haut de la tribune des Nations Unies pour son 6e grand oral. Exactement, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation. J'espère qu'on a fait une émission de qualité et je suis à votre disposition pour d'autres prochaines émissions et merci à tous. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.